Bon, ben alors, on aurait dû entendre la voix de René Lecavalier, qui était le tout premier commentateur télé des matchs du Canadien de Montréal et plus encore le tout premier commentateur télé des matchs de hockey de la Ligue nationale présentés à Radio-Canada à partir du 11 octobre 1952. La télévision sportive et la télévision, en fait, la télévision québécoise, la télévision canadienne a des liens très forts avec le sport. Déjà, dans le fond, les premières images publiques diffusées, ça c'est René Lecavalier que vous voyez ici. Et donc, les premières images publiques diffusées de manière expérimentale en juillet 1952 sont celles d'une partie de baseball. Et on va diffuser, avant le 11 octobre, plusieurs événements sportifs, donc avant même l'inauguration officielle de la télévision canadienne, plusieurs événements sportifs, dont une partie d'un match de hockey, une partie d'un match de football canadien qui est différent du football américain, une partie de curling, et le 11 octobre, la première partie de hockey, qui constitue une date fondatrice dans l'histoire de la télévision. René Lecavalier va œuvrer jusqu'en 1985 et va aussi se consacrer aux Jeux olympiques, aux Jeux du Commonwealth, de la francophonie, à plusieurs autres sports que le hockey. Donc, il avait vraiment une nature de généraliste. On peut distinguer trois phases sportives de l'histoire de la télévision au Canada et au Québec. La première, de 1952 à 1984, qui est celle du développement du service et de l'offre télévisuelle, principalement assurée par le télédiffuseur public, la Société Radio-Canada. C'est l'époque du déploiement technique du réseau et du développement du savoir-faire journalistique. C'est une époque où Radio-Canada occupe virtuellement toute la place en matière de sport, malgré une certaine compétition de la part des diffuseurs privés. La seconde partie, que je situe de 1984 à 2004, est celle du déploiement intensif des chaînes privées, notamment avec le développement de la télévision payante par abonnement. C'est à cette époque que vont naître les premières chaînes sportives de Sport Network en 1984 et le réseau de sport, son pendant francophone, en 1989. C'est une période qui est largement à l'avantage des diffuseurs et des distributeurs privés, en termes de sport aussi, et elle sera donc marquée par une compétition accrue pour les images du sport. Et finalement, la troisième phase, dans laquelle nous sommes toujours, qui se caractérise par un partage et un éclatement de la diffusion des images du sport entre, d'une part, une multitude de chaînes payantes spécialisées en sport, qui se divisent les droits des principaux événements sportifs commerciaux, et d'autre part, Radio-Canada, qui est le diffuseur public, et qui a largement mis de côté son implication en sport et qui se confine principalement au sport qu'on peut dire amateur et aux Jeux olympiques, et dont les stratégies de diffusion se déplacent de plus en plus de la télévision traditionnelle vers les plateformes de diffusion, nouvelles plateformes de diffusion, notamment Facebook. Peut-être, avant d'aller un peu plus loin, quelques précisions là, sur le régime de télévision qui prévaut au Canada. Au Canada, la télévision est composée donc d'un diffuseur public, la Société Radio-Canada, CBC, Canadian Broadcasting Corporation, qui produit et diffuse en anglais et en français dans l'ensemble du pays, et d'un grand nombre de diffuseurs privés, que ce soit des chaînes généralistes gratuites ou des chaînes payantes par abonnement. On retrouve aussi un certain nombre de stations communautaires. Et Radio-Canada reçoit son financement, en partie son financement du gouvernement fédéral, mais c'est un des pays les moins financés par habitant parmi les pays de l'OCDE, et complète son financement donc par la vente de publicité. Les chaînes privées généralistes, elles, sont financées exclusivement par la publicité et les chaînes spécialisées par l'abonnement et la publicité. Il est important d'ailleurs de souligner qu'il y a véritablement une importante différence entre la télévision québécoise francophone et la télévision canadienne de langue anglaise. Déjà, il y a la langue qui diffère, mais il faut comprendre aussi que la télévision québécoise n'a pas du tout suivi le même développement que la télévision canadienne. Notamment, elle n'a pas rencontré les mêmes défis. Au Canada anglais, par exemple, le principal enjeu est et a toujours été, depuis les premières commissions d'enquête qui ont mené à la télévision publique, le problème, c'était l'enjeu de la concurrence des stations américaines qui, dès le début de la télévision en Amérique du Nord, occupent une place considérable dans les habitudes d'écoute des Canadiens qui habitent principalement le long de la frontière et qui captaient très tôt les ondes américaines. Et pour contrer cette concurrence-là, le sport a toujours été très important au Canada anglais pour fournir notamment un contenu canadien et attirer des téléspectateurs sur les chaînes canadiennes. Au Québec,
La fracture de la langue a fait en sorte que l'influence de la télévision américaine ne s'est pas posée de la même manière. En fait, dès les débuts de la télévision francophone, elle a connu un immense succès. Les Québécois se sont rapidement attachés à leur télévision et surtout aussi à leurs vedettes locales. Et comme le disait mon professeur Jean-Pierre Desaulniers, les Québécois sont rapidement tombés en amour avec leur télévision. Et s'il y a une émission à laquelle les Québécois se sont particulièrement attachés, c'est la soirée du hockey. À cet égard, c'est peut-être là d'ailleurs que se rejoignent le plus la télévision française et anglaise au Canada. Le hockey, depuis 1952, constitue l'émission de télévision la plus importante en termes de longévité, mais aussi en termes de chiffres soutenus de code d'écoute. C'est très populaire. Le 11 octobre, donc, de 1952, sous le regard des 3 caméras de Radio-Canada, c'est une institution télévisuelle qui va naître, et avec elle, l'histoire du journaliste sportif québécois, à laquelle on va s'intéresser un peu plus spécifiquement à partir d'ici. Le hockey est diffusé à la radio depuis 1936 et c'est l'animateur Michel Normandin qui assure sa description à Montréal. On l'appelle d'ailleurs à l'époque Monsieur Hockey et donc c'est l'un des premiers qui va utiliser le français pour décrire les matchs. On lui doit d'ailleurs un petit lexique dont vous voyez un extrait derrière. Mais c'est René Lecavalier, qu'on n'a pas pu entendre tantôt, qui va principalement marquer l'imaginaire québécois parce que c'est à lui qu'on doit d'avoir défini et arrêté le lexique francophone du hockey en proposant de nombreuses métaphores ou des expressions qui permettent de décrire le jeu. Par exemple, il y a un classique, c'est le « il lance et compte ». Et il va aussi travailler à éviter des faux amis ou des anglicismes qui minent beaucoup la langue de l'époque. Par exemple, avec Lecavalier, le body check va devenir la mise en échec. La POC, ce que vous appelez très erronément ici le palais, ça va devenir la rondelle. Et interférence va devenir obstruction. Et dans la lignée de Lecavalier, nombreux sont ceux qui vont adopter une même rigueur linguistique. On peut penser à Jean-Maurice Bailly, Lionel Duval, Richard Garneau, qui sont tous d'abord des journalistes ou des animateurs qui sont issus de la culture ou de la variété et qui vont contribuer à former le premier service des sports de Radio-Canada. Avec Lecavalier, donc, c'est une longue tradition de descripteurs qui va naître et qui demeure encore bien vivante et, somme toute, très fidèle à ses origines. Pendant le match, de René Lecavalier à Pierre Houde ou Martin McGuire, qui sont 2 actuels descripteurs des matchs des Canadiens, on retrouve une même rigueur, un même souci pour la langue, une même éthique de travail. Ça va vite le hockey, il faut parler, il faut articuler vite, il faut avoir un vocabulaire précis, ce qui exige une rigueur très forte. Mais lorsqu'on va transposer le hockey de la radio à la télévision, on va aussi transposer, et là je peux vous montrer l'image sans le son, on va aussi transposer les émissions d'entre-matchs, les émissions d'entre-périodes. Pour bien situer tout le monde ici qui ne sont pas si familiers avec le hockey, un match de hockey comporte 3 périodes de 20 minutes et il y a des intermissions, donc 2 intermissions, un avant-match, un après-match. Alors, on voit ici l'émission qui s'appelait La Ligue du Vieux Poil, qui a été initiée à la radio en 1946 par l'animateur Jacques Desbaillets. Et c'est une adaptation d'un concept américain, la Hot Stove League, où des amateurs de hockey, des experts, des professionnels, des journalistes se réunissent autour d'un poêle pour débattre de sport. À l'époque, aux États-Unis, c'est surtout de baseball, et au Québec, ça va devenir le hockey. L'adaptation va donc faire le voyage de la radio à la télévision et vous voyez, ils sont assis bien bonnement autour d'un poêle et ils discutent. Ce qu'on ne peut pas entendre, c'est que contrairement à la langue de Lecavalier, déjà, il y a une petite nuance dans la façon de parler. Ils roulent leur R comme le faisaient les gens à l'époque. Le vocabulaire est moins précis. Et ça va perdurer jusqu'aujourd'hui et ça va atteindre des niveaux dramatiques. On va le voir un peu plus tard. L'émission La Ligue du Vieux-Poil va être diffusée jusqu'en 1985 et le concept va donc demeurer encore très présent aujourd'hui et il inspire notamment plusieurs émissions. Pour revenir un peu à la petite histoire, Radio-Canada va être le seul télédiffuseur au Canada jusqu'en 1961, l'année où sont fondées les 2 premières chaînes de télévision privées, CTV en anglais et Télémétropole en français, qui va devenir le réseau TVA. Au Canada anglais, la compétition de CTV sur le terrain du sport est un peu plus féroce qu'au Québec. Le fondateur de CTV, John Bassett, est par ailleurs le propriétaire de l'équipe de football canadien de Toronto et aussi membre de la direction des Maple Leafs, l'équipe de hockey de Toronto. À plusieurs occasions et dès sa fondation, le réseau privé anglophone va ravir les droits de certains événements aux diffuseurs publics. Et c'est d'abord le cas des matchs de football canadien, puis éventuellement en 1963, ils vont négocier le droit de diffuser une 2e partie par semaine à la télévision de hockey le mercredi.
qui s'ajoute à celle du samedi diffusée à Radio-Canada. Télémétropole, TVA, donc, n'a pas le même appétit pour le sport. C'est une chaîne qui se concentre surtout sur les émissions de variété, sur les téléromans, et si elle va présenter quelques émissions en reprenant les images de CTV, il va falloir attendre les Jeux d'hiver d'Innsbruck en 1976 avant de trouver un véritable intérêt pour le sport. À Innsbruck, TVA, qui partage les droits avec CTV, va tenter de faire une entrée majeure dans la chasse gardée de Radio-Canada. Mais au dire des critiques de l'époque, comme on voit derrière, l'expérience va s'avérer un échec. La chaîne reprend les images de CTV, mais la qualité des journalistes n'est pas à la hauteur des standards auxquels on s'était habitué. TVA va se reprendre en 1980 avec les Jeux de Lake Placid et va proposer un nouvel élan pour les sports, en concurrençant sérieusement Radio-Canada pour les droits de diffusion des principaux événements sportifs. D'abord, sur les 5 Jeux olympiques auxquels participe le Canada dans les années 80, le duo CTV-TVA vont en présenter 3, dont les Jeux de Calgary qui se déroulent au Canada. Et cet intérêt du privé pour les Jeux olympiques coïncide par ailleurs avec une commercialisation et une professionnalisation accrue des Jeux olympiques. Ensuite, TVA, on peut voir ici un tableau qui résume dans le fond l'échange des droits de diffusion des Jeux olympiques. TVA et CTV, et TVA et Radio-Canada vont s'échanger année après année les droits aussi pour les séries mondiales de baseball, et TVA va commencer aussi à diffuser des matchs de hockey en semaine le jeudi soir. Donc, un plus grand appétit pour les sports à partir des années 80. La compétition va prendre encore plus d'ampleur en 1986 avec l'arrivée d'une 3e chaîne généraliste francophone, Télévision 4 saisons, qui va aussi s'intéresser au sport en devenant notamment le télédiffuseur de la nouvelle équipe de la Ligue nationale à Québec, la ville de Québec, les Nordiques. Et finalement, en 1989, avec l'arrivée du réseau des sports, la première chaîne francophone spécialisée en sport, on va atteindre un sommet en matière de compétition sportive. L'augmentation de l'intérêt des télédiffuseurs pour les sports va amener, certes, une certaine compétitivité entre les grands événements sportifs, mais en général, elle s'accompagne principalement d'une augmentation tout azimut de l'offre sportive. En plus des 2 équipes de hockey à Montréal et à Québec, on compte seulement chez les professionnels une nouvelle équipe de football, une équipe de football canadien, une équipe de baseball. Quand je parle de football, c'est votre football, le soccer, comme on appelle chez nous. Il y a une équipe de baseball et ils disputent plusieurs matchs. Au baseball, c'est 180 matchs par année. Au hockey, c'est 82 matchs, plus les séries éliminatoires. Donc, il y a de l'offre, il y a de quoi remplir des grilles horaires et se partager. C'est sûr que tous les matchs ne sont pas aussi intéressants, mais on peut se partager quand même beaucoup. Progressivement, donc, on va assister à une multiplication des heures de diffusion du sport qui est renforcée par l'arrivée des chaînes spécialisées, mais pas nécessairement à une diversification des sports proposés. Le hockey capte la majeure partie de l'attention. Par exemple, et toujours aujourd'hui, en 2016, il y a une firme qui évalue que 72% de toute l'attention médiatique accordée au sport au Québec, c'est sur le Canadien de Montréal. Donc, ils sont omniprésents. Jusqu'en 1985, donc, environ, la vieille garde du journalisme sportif de Radio-Canada, qui est encore dans la force de l'âge, demeure relativement seule à faire du sport à la télévision et aux pionniers se sont ajoutés quelques recrues. On peut notamment mentionner l'arrivée d'un premier transfuge, un premier joueur de hockey qui devient analyste, Gilles Tremblay, qui a évolué jusqu'en 1978 avec le Canadien. Mais c'est une exception pour l'époque, parce que, règle générale, les joueurs de hockey ont plutôt tendance à massacrer la langue française et on les imagine très mal devenir des communicateurs à la hauteur des standards télévisuels de l'époque. C'est d'ailleurs, au dire des journalistes, la plus grande crainte quand ils interviewent un joueur de hockey, c'est les erreurs, les fautes, et particulièrement à l'époque, le fameux « il jose au hockey », qui était une erreur très commune. Jusqu'au milieu des années 80, donc, la télé va se concentrer surtout sur la diffusion des compétitions ou des faits saillants, les émissions de commentaires étant réservées alors à la radio, notamment avec les lignes ouvertes. À l'époque, donc, Radio-Canada, l'équipe des sports de Radio-Canada, est essentiellement la même que 20 ans ou 30 ans plus tôt et est entièrement masculine. Il va falloir attendre le début des années 1980 pour voir une première femme à la télévision communautaire TVSQ, qui est un peu le précurseur de la chaîne spécialisée RDS,
À Radio-Canada, c'est en 1985 que Marie-Josée Turcotte va faire son entrée. Elle est aujourd'hui l'une des principales chefs d'antenne sportives de la télévision d'État. C'est elle qui anime les grandes émissions aux Jeux olympiques notamment. Et quand on va fonder RDS en 1989, on va pour la première fois intégrer une femme, Chantal Maccabée, à la couverture du hockey. Une révolution, mais qui n'aura que très peu de suite parce que Chantal Maccabée est encore et toujours la seule femme à affecter à la couverture du hockey. L'arrivée du réseau des sports, mais aussi l'intérêt sportif de TVA, de TQS, contribue donc à faire exploser la demande pour les images du sport, mais aussi la demande pour des journalistes sportifs, pour des animateurs, pour des commentateurs. Les chaînes vont donc chercher à aller combler les postes disponibles en allant puiser de nouveaux experts et vont opter vers des personnalités déjà connues, principalement des anciens athlètes ou des anciens entraîneurs. On a ici un ancien arbitre et 2 anciens entraîneurs. On va même créer à l'époque un néologisme pour les définir. On parle de joueurs-nalistes. Ici, je crois que vous appelez ça des consultants. À partir du milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, au début des années 2000, les équipes sportives québécoises vont commencer à péricliter. Déjà, les équipes de football canadien ont été abandonnées depuis longtemps. En 1995, les Nordiques de Québec vont déménager au Colorado. En 2004, les Expos, l'équipe professionnelle de baseball, va déménager à Washington. Bref, la production locale de sport, de spectacles sportifs et l'intérêt de la télévision pour les grands sports va décroître progressivement. Parallèlement, la dernière Coupe Stanley remportée par le Canadien, le trophée majeur de la Ligue nationale de hockey, date de 1993 et l'équipe va accumuler des piètres performances et encore aujourd'hui, ils sont pas très bons. Et ça affecte le DIMAT, bien sûr. À l'exception de Radio-Canada qui va aller chercher à très fort prix et non dans de vives contestations de la part du public la diffusion des Jeux olympiques, l'ensemble des chaînes généralistes gratuites vont délaisser le sport et ça va se cristalliser en 2004 quand Radio-Canada va perdre ses droits sur la diffusion du hockey et va aussi mettre fin au bulletin de nouvelles. Bref, la Société d'État, TVA, TQS vont décimer leur service des sports. On peut le deviner, ça fait l'affaire de RDS. Le réseau qui appartient depuis 2000 au géant des télécommunications Bell devient le seul diffuseur de hockey en français au pays. À partir de 1996, Radio-Canada va même s'associer à RDS pour la diffusion des Grands Prix de Formule 1, puis en 2000 pour la diffusion des Jeux olympiques. Ça va lui permettre, entre autres, de partager un tant soit peu les coûts d'acquisition des droits, mais aussi d'avoir accès à un pool de journalistes de RDS. On le voit ici, c'est l'équipe de 2016 des Jeux, un heureux mélange entre journalistes sportifs, journalistes généralistes de Radio-Canada et des journalistes sportifs de RDS, ainsi que quelques anciens athlètes. Au courant des années 2000, donc, on retrouve très peu d'événements sportifs et il n'y a pas de nouvelles sportives à la télévision généraliste, ou presque pas, mais on voit apparaître une toute nouvelle formule, le talk show sportif, une véritable renaissance de la Ligue du Vieux Poil. C'est l'émission 110% qui va ouvrir le bal à la télévision 4 saisons, une émission de fin de soirée, d'infotainment, qui repose principalement sur l'analyse d'anciens entraîneurs, d'anciens joueurs, de quelques journalistes issus des médias écrits, de la radio, de la télévision. RDS et Radio-Canada vont proposer également leur version de ce type d'émission, si bien qu'au milieu des années 2000, entre 22h et minuit, on peut écouter 3 émissions identiques avec des commentateurs différents, tous des hommes, à une exception près quand Chantal Maccabée est autour de la table. Et toutes ces émissions ont une particularité, elles ne s'intéressent qu'au hockey. En 2011, TVA va joindre le bal en réinvestissant dans le sport et va créer une nouvelle chaîne spécialisée et va confirmer de la sorte l'intérêt pour les joueurs-nalistes en faisant une place importante à Dave Morissette, un ancien joueur qui est plus célèbre pour ses coups de poing que pour ses coups de patin. D'ailleurs, voici à quoi ressemble son émission dans la droite ligne de la Ligue du Vieux Poil. Stéphane Auger est de retour. Stéphane, content de te voir. Merci, moi aussi. Hein, tu travailles un peu plus tôt que tu l'aurais cru. Oui, un match pré-saison. Ah non, mais match pré-saison, on a déjà besoin de toi. Oui. Tu nous disais tantôt, on n'a pas changé les règlements. Ce qu'on fait, c'est qu'on applique les règlements. J'ai aimé l'explication de Philippe Dano qui dit que c'est les meilleurs maintenant qui vont remporter les mises en jeu. Es-tu d'accord avec ça? Absolument. Les tricheurs vont se faire éliminer du cercle de mise en jeu. Bon, mais là,
là, explique-nous. Oui. On ne peut pas faire Qu'est-ce la qu'on a comparaison plus par le droit rapport de faire? à l'extrait précédent, Et mais qu'est-ce qui s'applique? il y a vraiment Et une qu'est-ce qui dégringolade s'applique là, de la pour- qu'est-ce qui qualité du s'applique? français. Pourquoi? C'est pas L'extrait juste ne les sera joueurs, pas assez c'est long toujours pour que je puisse Alors- vous en parler, pour qu'on puisse relever des erreurs, des fautes graves. Mais la qualité de la langue est loin, en fait, des préceptes des années 50, 60, 70. Je l'ai déjà mentionné, les joueurs de hockey sont rarement reconnus pour la qualité de leur français, d'autant plus qu'il y a il y a une minorité de joueurs francophones dans la Ligue, d'autant plus dans le Canadien. Maintenant, il n'y a que 2 joueurs francophones dans l'équipe. Et dans les vestiaires de toute la Ligue nationale, on ne parle que l'anglais. Pour les joueurs qui deviennent journalistes, bien souvent, il faut réapprendre à parler français et réapprendre les termes spécifiques au sport. Il y a d'ailleurs un chroniqueur humoristique de la radio de Radio-Canada qui a publié cette semaine un florilège des pires ou des meilleures erreurs issues de la bouche des joueurs journalistes. Vous en avez ici un florilège. Il faut quand même le souligner, il y a aujourd'hui comme avant une importante différence entre la langue pendant le match, je le soulignais tout à l'heure, et pendant celle des émissions de commentaires. On ne pourra pas l'entendre, ça ne fonctionne pas, mais Martin McGuire, qui anime à la radio, parle extrêmement vite et c'est assez impressionnant, c'est très excitant, même si le match n'est pas si bon que ça. On se croirait au football mexicain parfois, pour ceux qui connaissent l'enthousiasme des Mexicains quand ils décrivent les matchs. Donc, parmi les éléments qu'on peut relever en comparant les discours entre les anciennes bandes vidéo et les émissions d'aujourd'hui, au-delà des efforts linguistiques, on peut remarquer une diminution du spectre des références culturelles. Les joueurs journalistes ne parlent que de ce qu'ils connaissent, le hockey, et on l'a vu dans l'extrait précédent, ils n'avaient même pas la capacité d'en parler, ils mimaient le hockey pour expliquer ce qu'ils avaient à dire. Richard Garneau, qui est le journaliste qui a couvert le plus de Jeux olympiques au monde, le disait, pour lui, le sport faisait partie de la culture. C'était un élément de civilisation. Il n'hésitait pas à puiser dans la littérature, le théâtre, pour illustrer ses propos. Et surtout, il ne se cantonnait pas qu'au hockey. Il couvrait plusieurs autres sports, dont toutes les disciplines de l'athlétisme. Un autre enjeu important par rapport aux émissions de commentaires d'aujourd'hui, c'est la proximité des joueurs journalistes avec les anciennes organisations et celle des réseaux avec les organisations sportives. Plusieurs remettent en question la liberté que possèdent les anciens joueurs de critiquer certains aspects des anciennes équipes ou de leurs anciens coéquipiers. De plus, au Canada, les propriétaires des chaînes sportives, les grands conglomérats médiatiques ont tous des intérêts. En fait, tous les grands conglomérats médiatiques ont tous des intérêts dans le sport. Vous avez ici un organigramme qui présente les liens de Bell et Rogers, qui sont 2 des plus grandes compagnies de télécom au Québec. Bell est donc propriétaire de RDS, mais a des parts dans le groupe du Canadien, a des parts dans les Maple Leafs, dans les Raptors de Toronto, les Blue Jays. Enfin, et Rogers est propriétaire de Sportsnet, donc c'est assez insidieux. L'entreprise Québécois, qui est propriétaire de TVA Sport, elle exploite le nouvel amphithéâtre qui pourrait éventuellement peut-être accueillir une nouvelle équipe professionnelle de hockey à Québec. Et donc, l'intérêt est marqué là aussi. Et ajoutons à ça aussi que les organisations sportives sont extrêmement hermétiques en termes de relations publiques. Les entraîneurs et les gérants travaillent d'abord en anglais et peinent à s'exprimer en français. Il n'y a pas beaucoup de place, dans le fond, pour une information de qualité et le discours reste bien en superficie pour ne pas dire souvent carrément vide. Il reste bien sûr quelques journalistes sportifs qui sont plus pugnaces face aux grandes organisations, notamment le Canadien, dans les journaux papier principalement ou à Radio-Canada. À cet effet, à Radio-Canada, il n'y a pas vraiment d'anciens athlètes dans l'équipe de journalistes, sauf pendant les Olympiques, où d'anciens athlètes vont être largement invités à analyser les compétitions aux côtés des journalistes professionnels. On soupçonne que leur popularité et leur expérience leur confèrent un intérêt pour le diffuseur, même si parfois les qualités de communication sont un peu limitées. Vous voyez derrière moi les principaux effectifs des 2 chaînes spécialisées en date de lundi dernier. En termes de diversité, on peut difficilement faire mieux. Il n'y a pratiquement que des hommes blancs, quelques femmes, dont Chantal Maccabé et Claudine Douville, qui est affectée à la couverture du foot. Mais elles sont très limitées et généralement elles couvrent le tennis parce que le tennis féminin a permis d'intégrer les femmes au tennis plus facilement. Vous remarquerez aussi une blancheur des commentateurs. Les 2 seules personnes de couleur dans la liste des experts des 2 stations privées sont affectées au football canadien et au sport de combat.
puisqu'ils sont d'anciens athlètes de ces disciplines. Pour conclure, dans le fond, quel avenir? Peu de changements sont visibles à l'horizon. Les droits de télévision sportive vont se terminer autour de 2020-2022. Et actuellement, la tendance est très forte. Peut-être que les nouvelles habitudes de télédiffusion, donc le transfert qui va se faire vers les plateformes numériques, notamment c'est déjà amorcé à Radio-Canada, va avoir un effet sur la diversité, notamment des sports présentés. Radio-Canada diffuse des championnats du monde d'athlétisme, de ski sur leur page Facebook directement, mais les grandes chaînes spécialisées qui contrôlent le sport au Canada ont très peu d'intérêt. On ne trouve absolument rien d'offres sportives pour regarder les matchs. Il faut passer par la NHL et la NHL bloque les contenus quand on est à Montréal. On ne peut pas voir les matchs canadiens. Donc, c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de diversité d'écran. Tout passe par les majors. Ensuite, il faudra se poser un peu la question de la représentation de la diversité sociale et la qualité générale de la langue par rapport au public qui regarde le hockey, qui regarde les sports. Si le sport a servi d'élément d'éducation, de culture à ses débuts, aujourd'hui, on en est bien loin. Alors, merci beaucoup.